Salut les capitaines, bienvenue. Aujourd'hui, on est sur le lac à côté d'un hydravion. Donc c'est un Piper Cub avec des flotteurs. Oui, ça bouge un petit peu, donc c'est un peu difficile à tenir la prise de vue. Mais en soi, aujourd'hui, je vais vous présenter un peu en soi un hydravion. C'est avec deux flotteurs. Les flotteurs, il faut savoir que sont faits généralement en aluminium. Comme vous pouvez voir, donc les deux flotteurs ici, vous voyez bien, ils sont accrochés avec des pales donc en métal, sauf erreur, et sont reliés avec des câbles sur les dérives. Donc vous pouvez voir derrière les flotteurs, il y a des dérives avec les câbles. Les câbles sont reliés donc justement à la dérive de l'avion et on peut donc diriger, on va dire, le flotteur. Donc si on tourne à droite avec l'avion, le flotteur, vous voyez, il y a deux palettes derrière, tourne aussi à droite. Donc la dérive est totalement lié avec les commandes de vol de l'avion. Vous avez ensuite rien de spécial, mais en soi vous avez des roues à l'avant. Donc les roues, si vous voyez les deux roues ici, peuvent être déployées. Donc ça veut dire que cet avion peut aussi atterrir sur une piste normale. Donc ça c'est ce que je trouve assez hallucinant. Et voilà, donc c'est un hydravion, vous voyez, il reste totalement, il flotte totalement sur l'eau, sans aucun souci. Et donc là, on va directement aller en vol et je vais vous montrer quelques images, quelques prises de vol avec Alex notamment. Je vais vous montrer, je vais vous faire découvrir cette activité et puis je vous dis à tout de suite dans le cockpit. Ouais, là on sent qu'on est lourd. Ouais. C'est vrai que c'est assez spécial, hein, c'est vraiment beau. Avec des flotteurs, ça change. Ouais, c'est toute une autre histoire. C'est avec, tu as les beaux côtés du bateau et les beaux côtés de l'avion. Ah. Ok Alex, là du coup on est en vol. Donc peux-tu me dire un peu les caractéristiques de cet hydravion, Piper Cub, par rapport à un avion classique? Alors ce Super Cub, il a 160 chevaux, hélice pas fixe, et puis donc on enlève le train qui pèse, les roues normales qui pèsent 30 kg, on rajoute 150 kg de flotteur, donc on a une surcharge de 120 kg. Et puis cet avion, malgré cette surcharge, tout en restant dans le cadre légal parce qu'il a eu un STC, une augmentation de poids maximum, il arrive à décoller. Donc il faut savoir que le Cub, le Super Cub, au départ, il avait 100 chevaux, même il y en a des premiers qui avaient 65 chevaux. Donc là, celui-là, il a 100 chevaux de plus que le premier modèle. Okay. Donc ceci qui explique qu'on puisse en faire, que c'est un bush plane qui décolle très court, et puis qui pose aussi très court, et puis qui va très bien avec les flotteurs. Ici on a des flotteurs amphibies,
sur un hydravion plus grand, dont on met des flotteurs amphibies, on doit enlever des passagers. Un Beaver qui est un 8 places, avec des flotteurs amphibies, ça devient un 6, 5 places. D'accord. Donc le Super Cub, il a la réserve pour pouvoir faire ça, pour pouvoir voler quand même. Ok. Sans perdre le passager. Le seul passager qu'on a, donc c'est un biplace. En tandem, tu es derrière moi. Exactement. Là, il y a un autre avion qui tourne, qui nous dit bonjour. Magnifique. Et du coup, dis-moi un peu les sensations de vol dans un hydravion, les grosses différences quand on départ au milieu du lac, ça doit être assez magique, enfin, comme on l'avait vécu juste maintenant. Alors, le vol hydravion ou le vol glacier, ils ont une chose en commun, c'est qu'il n'y a pas la piste qui est tracée. On doit choisir où on veut poser, on doit choisir où on va décoller, on doit faire des reconnaissances. C'est pas un aérodrome où quelqu'un a passé avec la Jeep pour vérifier que la piste est en ordre. Comment vous pouvez délimiter un peu une piste? Comment vous vous organisez au niveau... Là, par exemple, je regarde. Ouais. Je regarde où je vais poser. Je réduis les gaz. Je vois que les voiliers sont de ce côté-là. Là, il y a un voilier qui vient en face. Et puis, je me mets entre deux. Je me mets en sécurité pour pas avoir de collision avec les autres utilisateurs du plan d'eau. On est d'accord que quand c'est organisé, les hydravions et les bateaux peuvent cohabiter ensemble, il n'y a pas de souci. Et au contraire, ça fait énormément plaisir à voir cette cohabitation. Absolument, c'est une cohabitation. On n'a pas besoin de fermer le plan d'eau pour les hydravions, on peut très bien cohabiter. C'est ce qui est assez beau ici en Suisse. En plus, on a plein de lacs, plein d'endroits où on peut atterrir. Donc c'est ça qui fait un peu la particularité de la Suisse en soi. Alors... géographiquement, tu as raison. Malheureusement, légalement, on n'a pas le droit de faire ça où on veut. Voilà, attention, on va atterrir. Donc là, il y a l'arrondi. Et puis juste après... là, je touche les crêtes et puis là... Bah écoute, ça a été encore cet atterrissage. Par rapport à... J'ai vécu pire. Et puis, par rapport au décollage, l'atterrissage, c'est plus facile. Oui, j'ai vu. Là tu as un bateau qui arrive, il n'y a aucun problème. Ça lui fait même plaisir, il se rapproche. Et pour ceux qui sont intéressés, as-tu un lien à donner ou bien une adresse internet ou un lieu en Suisse, en romande ou bien même en Europe simplement... Oui, alors en Europe, il y a 2 endroits pour faire la licence hydravion. C'est Como, c'est à 4 heures de Lausanne. Ils sont super sympas. Como qui est en Italie, c'est ça? Como en Italie, ouais, c'est juste à la fin du Tessin, c'est juste en dessous de Mendrisio, Lugano, Mendrisio, okay. C'est juste par là-bas. D'accord. Ou alors Biscarrosse, c'est vers Bordeaux, de Bordeaux. C'est 1 heure de EasyJet. Aujourd'hui, c'est relativement proche et tout à fait accessible. Biscarrosse en France, les amis, et Como en Italie. À faire un tour, je vous mets les liens dans la description de la vidéo. Et du coup, merci Alex pour ce vol sympathique, pour cette découverte magnifique, cette magnifique activité. Franchement, ça fait vraiment plaisir de pouvoir décoller et atterrir en plein milieu du lac. Oui, alors on a la chance de pouvoir faire 4 manifestations par année, donc 4 week-ends par année. On peut voler sur nos beaux lacs. Et les pilotes fraîchement hydravions, ils doivent encore patienter, ils doivent avoir une expérience minimale de 50 heures avec le contact de l'eau et puis 200 amérissages. D'ailleurs, en 2 mots, présente-moi un peu l'association Seaplanes. Alors la Seaplane Pilots Association, on est une association de pilotes et on organise ces meetings pour que les pilotes puissent pouvoir poser sur l'eau. Alors malheureusement, on a des critiques qui disent que c'est une association de propriétaires d'avions. On essaye de faire voler plus, mais il y a l'OFAC qui nous met des limites. Il faut avoir une expérience minimum de 200 heures, 200 amérissages et 50 heures avec contact sur l'eau pour pouvoir participer à nos meetings. D'accord, donc ça
demande pas mal d'expérience avant de pouvoir porter des passagers. Voilà. Et puis on n'a pas le droit de faire pas d'initiation et pas d'entraînement malheureusement sur nos lacs pendant ces meetings. D'accord. Donc c'est peut-être pour ça que c'est un peu caché cette activité, on va dire. Un peu pas caché, mais l'aviation en général est un peu dans le viseur de la politique. Oui, effectivement. D'ailleurs, un de mes objectifs, c'est pour ça, c'est de faire découvrir un max de monde, justement, ces différentes activités que vous pouvez découvrir dans l'aviation et toucher un maximum de monde pour que vous puissiez comprendre un peu ce qu'il cache derrière tout ça, justement. Un gros merci à Alex et son association, donc la Seaplane Associations, qui permettent de faire voler ces avions, ces hydravions. Vous avez pu voir, vous avez pu remarquer, donc ce sont des avions avec flotteur, chose différente des avions avec coque. Typiquement, les avions avec coque, ce seraient typiquement des Canadair. Donc, les Canadair, vous le savez, pour ceux qui ne le savent pas, ce sont des avions qui servent à éteindre les feux de forêt. Vous savez, ces fameux gros avions de la sécurité civile qui vont chercher l'eau en pleine mer et qui ensuite les font éjecter tout ça sur les feux pour l'éteindre. Et ça, ce sont des hydravions avec coque. Là, nous avons volé sur des hydravions avec des flotteurs. Donc des flotteurs, comme je vous ai expliqué plus tard, c'est un peu plus technique. Il faut avoir un poids, un rapport poids et grandeur par rapport à l'avion, sauf erreur 1,5 fois. Je ne suis pas un professionnel, donc s'il y a des experts, n'hésitez pas à commenter dans la vidéo et à en dire un peu plus. Mais en soi, voilà, vous avez pu voir, il y a des câblages qui relient donc la gouverne, qui relie donc les commandes de vol qui sont reliées directement à la dérive des flotteurs. Donc c'est assez technique à la fois et à la fois assez simple, car on peut les switcher pour faire aussi du vol de montagne, mettre des skis et faire du vol de montagne, ou bien voilà, mettre des roues et puis faire du vol classique. Donc vraiment c'est assez excellent, car vous avez pu voir, c'est un avion, voilà, on peut être assez polyvalent en soi, et c'est ça qui est beau. Mais je vous garantis que d'amérir et que de décoller au milieu du lac, c'est quelque chose d'assez sensationnel en soi, quelque chose d'assez beau, et je vous le conseille. Vous avez tout dans la description si vous êtes intéressé pour passer le brevet, ou bien si vous voulez tout simplement découvrir cette activité. Donc vraiment, j'espère que je vous ai fait découvrir un petit peu plus en tout cas cette activité. J'espère que vous en avez appris un peu plus. C'est vraiment le but, et c'est pour ça aussi que je fais ces vidéos, c'est pour faire découvrir des histoires et l'aviation à travers l'expérience sur le terrain. Et aujourd'hui c'était donc l'histoire d'Alex, l'histoire de l'hydraviation, et j'espère que ça vous a plu. N'hésite pas à t'abonner, liker, partager comme d'habitude, ça m'a fait énormément plaisir, et je te dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao pilote.